Bonsoir et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Beaucoup d'entre vous le savent maintenant, pendant les 5 ans des travaux de rénovation du Centre Pompidou, nous sommes la programmation cinéma, une partie de la programmation spectacle vivant et de la programmation parole du Centre Pompidou est accueillie ici au MK2 Bibliothèque. Nous les en remercions chaleureusement. Alors ce jeudi est une journée vraiment spéciale au sein de la rétrospective consacrée à Derek Jarman que nous avons ouverte le 28 novembre et qui durera jusqu'au 16 décembre. Elle veut, cette rétrospective, rendre un hommage à Jarman, le faire découvrir et redécouvrir, et notamment surtout son œuvre multiforme, c'est-à-dire celle d'un artiste qui est à la fois peintre, cinéaste, écrivain, jardinier, qui était militant des droits homosexuels, qui a été un pionnier de la culture queer, et surtout quelqu'un pour qui la création et la vie étaient indissociablement mêlées, et dont le travail et les engagements résonnent très fortement avec notre temps. C'est la raison pour laquelle on a souhaité présenter son travail aujourd'hui. Certains aussi ont suivi déjà plusieurs séances et nous sommes très heureux d'avoir pu rassembler et de partager avec vous l'intégralité des longs métrages de Derek Jarman, une quinzaine des très nombreux courts métrages qu'il a réalisés en Super 8 et qui sont rarissimes, en cours de restauration, des clips vidéo qui étaient pour Jarman vraiment des laboratoires d'expérimentation, et puis des parties de son journal filmé qui est vraiment très beau, vous pouvez notamment le voir demain soir, journal filmé qui est vraiment aux prises avec le présent et qui est absolument inédit en France. Alors tout cela, bien sûr, n'aurait pas été possible sans l'aide de nombreux partenaires. Malavida Film, d'abord, qui va ressortir en France 5 longs métrages de Derek Jarman en juin prochain. James Mackay, qui est derrière moi, et Basilisque Communication. La Fondation Luma, le High Film Museum, avec qui nous coproduisons la performance que vous allez découvrir ce soir. Le British Council et le programme de soutien à la culture britannique Great. Le British Film Institute, Actes Sud, qui vient de publier en français un des journaux de Derek Jarman, Nature moderne, que vous pouvez trouver en librairie. L'agence Hamilton Hodel et puis l'hôtel Soparis. Alors je tiens aussi à remercier sincèrement toutes les équipes du Centre Pompidou qui se sont mobilisées pour cet événement, en particulier les cinémas et la programmatrice de la rétrospective Derek Jarman, Charlène Dinhut, qui va modérer la discussion immédiatement, et puis également les spectacles vivants qui nous aident à produire la performance, Chloé Sicanos et Delphine Picard notamment, la régie des salles, notamment Grégory Mortelette et Robin Viéville et toutes les équipes, la direction du développement économique et international, notamment Gaël de Medeiros et Jean-Christophe Claude. Alors je le disais, ce jeudi est une journée spéciale parce que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs des collaborateurs principaux de Derek Jarman, que nous remercions très chaleureusement d'avoir fait le voyage pour être avec nous. Et pour d'abord ce premier temps de rencontre, œuvrer avec Derek Jarman, qui sera suivi à 20h30 de la performance Bliss 2. Nous avons notamment, deuxième en partant de la droite, Simon Fischer Turner, compositeur des musiques accompagnant les films de Derek Jarman. Il a aussi composé et créé beaucoup pour accompagner des chefs-d'œuvre muets remasterisés, par exemple Un chant d'amour de Jean Genet, qui fait partie des collections du Centre Pompidou, et The Peak of Everest de Captain John Noel. Il est également acteur et il est l'auteur d'une vaste discographie sous le nom de SFT, ses initiales. Tout à droite, James Mackay, le producteur des films de Derek Jarman, notamment Imagining October, The Angelic Conversation, The Last of England, The Garden et Blue. Derek Jarman lui a spécifiquement confié l'intégralité de ses films en Super 8 et il assume donc la conservation et la restauration de ses films avec la Fondation Luma. Et puis, bien sûr,
Au centre, Tilda Swinton, que vous connaissez pour son travail avec de nombreux artistes et cinéastes, dont Wes Anderson, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch, Joanna Hogg, Pedro Almodovar, qui sera ici ce printemps, et qui a, Tilda Swinton, commencé au cinéma avec Derek Jarman. Ils ont ensemble, de Caravaggio en 86 jusqu'au dernier film de Derek Jarman, Blue, en 94, fait 8 films. Tous les trois arrivent d'Amsterdam, où ils ont fait la première de Bliss 2 à Live Film Museum, qui présente également l'exposition Ongoing, curatée par Tilda Swinton. La discussion, je vous l'ai dit, est modérée par Charlène Dinhut, la programmatrice de cette rétrospective, et ils seront traduits en français par Massoumeh Lahidji. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. Let me just check. James, can you hear James? Yes. Do you hear the translation by Massoumeh? Ok, super. Donc je vais commencer par vous remercier évidemment tous les trois d'être là, mais aussi pour ce que vous apportez à la recherche autour de Derek Jarman, parce que vous êtes vraiment encore des mémoires vivantes de la manière dont il travaillait, etc. Et chacun de vous, à sa manière, permet de diffuser ces informations. Donc vous êtes vraiment, par vos articles, ou par les rencontres, ou par les livres que vous avez faits, etc., des formidables jalons dans la recherche qu'on peut mener sur le travail de Derek Jarman. Tous les trois. Peut-être je vais commencer par une question pour Simon et Tilda. Puisque, si je ne me trompe pas, vous avez commencé à travailler en même temps sur le même film, Caravaggio. Maybe not. Not strictly true. Okay. We met on the first day of the shooting of Caravaggio, but Simon had already woven himself into the world of Derek. In fact, of the three of us, I'm the latest comer. Only 40 years ago. I think James got in first. Is that not? No, sorry. No. Yeah. At the same time. Simon, explain your journey. My journey starts with Derek with making salad dressing. It was a hot summer. I had just made a television commercial which was called the Green Cross Code, and this was a commercial aimed at children to stop them getting run over. So you go, stop, look left, look right, look left again, stop, look, listen, think. And this was the commercial. So I was sitting on a street corner, or just sort of sitting on a bench really, in King's Road in Chelsea, and a man approached me and asked me if I was Simon Turner. I said yes I was, and to cut a long story short, he said briefly, he said, I interviewed you in 1971 and you weren't really very nice, you were unpleasant and obnoxious and big-headed. So I went, oh, I'm really sorry. Anyway, so we had a chat. We got on well. His name was Guy Ford, and he worked with Derek and was a friend of Derek's, and he was a producer of Derek's early works as well. And he said, do you want a job? And I said, yes, I'd love a job. He said, can you drive? I said, yes, I love a voiture. So fantastic. He gave me a piece of paper with the telephone number on. I called the number the next day, not like with a mobile phone, but you have to go to a pay phone, you know, do this. I called up and they said, come to our office and let's meet you. And this is how it happened. I went to the office. Sorry, I completely forgot. Salad dressing, olive oil, mustard, sugar, salt and pepper, fresh lemon juice. Donc voilà, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que Tilda et Simon se sont rencontrés le premier jour du tournage de Caravaggio, mais Simon s'était déjà immiscé dans son monde bien plus tôt, à peu près en même temps que James. La dernière arrivée, il n'y a que 40 ans, c'est Tilda.
Et l'histoire de Simon et Derek, comme vous ne le comprendrez pas, a commencé par une vinaigrette. Dont vous aurez la recette en exclusivité à la fin, mais ça a commencé parce que Simon venait de tourner une publicité qui était une publicité pour éviter que les enfants évitent de se faire écraser, et donc ça disait, avant de traverser, regardez à gauche, regardez à droite, regardez de nouveau à gauche, ouvrez bien les yeux, réfléchissez, et j'avais tourné ça, et j'étais assis à un coin de rue vers Chelsea, et quelqu'un arrive me voir et me dit... est-ce que tu es bien Simon? J'ai dit oui, c'est moi. Il dit oh là là, je t'ai interviewé il y a quelques années et t'étais insupportable, la grosse tête, pas sympa du tout. J'ai dit ah, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit est-ce que tu cherches du travail? J'ai dit oui. Il a dit ok, super, appelle ce numéro. Il se trouve que ce type en fait était le producteur des premiers films de Derek, et à l'époque on n'avait pas de portable, donc il a fallu que j'attende d'aller dans une cabine, appeler le numéro, et j'y suis allée, et c'est là que j'ai eu la recette de la vinaigrette. On ne sait pas le rapport avec la vinaigrette, mais la vinaigrette est faite de vinaigre, d'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de sucre. Voilà. Thank you so much. And so, the salad dressing took me into the world of Derek Jarman. I could drive, so I drove him. He had an exhibition of paintings in King's Road. I didn't know he was a painter, so I saw these paintings. And he was a filmmaker. I had never heard of him, and my life changed that summer's day. But when I met you, on the first day of the shooting of Caravaggio, you were there as the person who was casting the extras. And you were going to all the Greek cafes in the East End and pulling people out who had great faces, like Pasolini used to do. And at a certain point, you became his composer. By accident. Yeah. It's always by accident. Yeah. So I like to drive. So I think, are you okay? Should we? Yeah. I like to drive then. No. Donc, comme j'aimais beaucoup conduire et qu'on m'a demandé de le conduire, je me suis retrouvée là à savoir, j'ignorais complètement que c'était un peintre, et en fait il avait une expo à King's Road. Il se trouvait qu'il était cinéaste et je ne le savais pas non plus, et c'est complètement par hasard, simplement parce que j'aimais conduire et que j'aimais l'emmener à gauche et à droite, que j'ai découvert son monde. Et Tilda a dit, lorsque moi je t'ai rencontré le premier jour du tournage de Caravaggio, en fait tu étais là pour recruter les figurants. Et tu traînais dans tous les bars grecs du East End et à la recherche de gueules, de visages intéressants, toujours comme le faisait Pasolini. C'était ça ton boulot, et c'est en commençant par ce boulot-là que tu t'es retrouvé aussi par hasard à devenir son compositeur. And I was happy being a driver and watching this man, and then I saw his Super 8 films. This is sort of where James sort of comes into the story in my life, because I had never seen Super 8. My mother had a Super 8 camera, but there was like holiday pictures, and these pictures were like nothing I'd ever seen in the world, and I didn't understand them necessarily, and they were just fascinating. And I was lucky enough to, by accident, Derek had made a film called Sloane Square, A Room of One's Own, and because he knew I made salad dressing and I could drive, he also knew I was interested in music. And so, that's kind of how it started. Salad dressing, driving, and music. Et moi, ça m'allait complètement d'être simplement son chauffeur. Ça m'a convenait de le conduire et de découvrir petit à petit son monde. Et jusqu'au jour où j'ai découvert ses films en Super 8, c'est là où en réalité nos chemins se sont croisés aussi avec James. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Certes, ma mère avait une caméra Super 8, mais elle ne tournait rien d'autre que des films de vacances avec.
mais lui avait fait des choses magnifiques, des choses pour moi pas forcément compréhensibles. Je n'arrivais pas forcément à savoir ce que c'était, mais c'était quelque chose qui m'emmenait ailleurs. Un monde s'ouvrait à moi grâce à ses films en Super 8 et avec un film qu'il avait fait, Sloane Square, une chambre à soi. Il se trouve qu'il a appris que non seulement je savais conduire, non seulement je savais faire des vinaigrettes, mais que je pouvais aussi composer de la musique. Et voilà, c'est ce qui a créé le lien entre nous. Et alors je rebondis donc chronologiquement sur James. Il y a ce film qu'on montre dans la rétrospective qui s'appelle ICA, qui est un drôle de film tourné lors d'un vernissage exposition. Et dedans, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui dansent, il y a des gens nus, il y a beaucoup de public. Il y a une personne avec une cravate. Et c'est évidemment le producteur. Donc je me suis demandé, James, comment est-ce qu'on devient le producteur Comment est-ce qu'on tombe dans les filets de Derek Jarman? Comment est-ce qu'on croise ce chemin-là? Yes, right. I was an art student in London in the early part of the 70s. And along with a lot of other young students, art students, we discovered the possibility of using Super 8 film as opposed to 16mm. 16mm was becoming more and more expensive as the news companies, the television companies, turned away from 16mm to electronic news gathering, to recording dramas on videotape. Previously, 16mm had been quite a low budget medium. So younger students who had no money, like myself, were very interested in using Super 8 to make work. There had been a few more established filmmakers using Super 8, Werner Schrater, Stan Brakhage, and Derek Jarman. Of course, Derek was in London, and after graduating from art school, I took over the running of the cinema at the London Filmmakers Cooperative, and that gave me the opportunity to invite Derek to do a screening of his Super 8 films. I'd seen one or two in galleries at Whitechapel, at the ICA, but they were quite rare. Oh, sorry, keep going. Sorry, I get carried away. Yeah, you're right there. Yeah, sure. Okay, so I'd seen some of the films. Anyway, I got the opportunity. That's great when you're a cinema programmer. You can invite people you like. And Derek turned up at the London Filmmakers Co-op one evening with a holdall full of reels of Super 8 film, 2 small Bolex projectors, and a little cassette machine and a whole heap of commercial cassettes. And he proceeded to project and talk about his work for a whole evening. I mean, we're looking at like 4 hours here. And he just kept the audience, it was spellbinding. I mean, the work was stunning, and his commentary was, super entertaining. And his choice of music was incredible, from Tangerine Dream to Ravel to goodness knows who. At the end of it, the evening, we got talking about how the films were really so interesting, but because of the nature of Super 8, they were really difficult to screen to a public. And that's how I got involved with Derek. And then for the next 3 or 4 years, I worked assisting Derek in getting these films out to a larger audience. But at the end, shall we stop there or shall I keep going? No. Oh, keep going. So what happened was it was a transition from supporting his existing work, like In the Shadow of the Sun, which we managed to, the Berlin Forum very kindly paid for a blow-up to 16mm. Sloane Square, which was funded by another patron,
we've got some of the films out in the public domain. But then, you know, you do this for 3 or 4 years and you kind of start to think, well, we could do something new. And we gradually moved into film production in our own little studio, involving people like Simon, like Kerith Evans, like Richard Heslop. The whole group of people came through this small Super 8 film studio, and we made, the first films we made were Angelic Conversation and Imagining October. And then Derek went off and made Caravaggio, and then came back and said, well, what are we going to do in Super 8 next? So that way we got super ambitious and made The Lost of England. And that's when all of us worked together for the first time, properly. Années 70, et avec beaucoup d'autres étudiants, on a découvert la possibilité, on a eu beaucoup d'intérêt pour faire des films en Super 8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cela, le 16 mm était quelque chose de tout à fait accessible et on pouvait se permettre de tourner en 16, mais à mesure que la télévision s'est détournée du 16 pour aller vers des formes vidéo, que ce soit pour les informations ou d'autres programmes télévisés, le 16 est devenu trop cher et donc la découverte du Super 8 comme support de films d'étudiants d'art a été pour nous très intéressant. Et donc une fois que je suis sortie, que j'ai quitté cette école d'art et qu'on a commencé, donc en effet il y avait cette galerie, mais il y avait aussi une coopérative de réalisateurs à Londres, et moi j'ai pris comme ça de fil en aiguille la direction de cette coopérative. Et un soir dans cette salle, Derek Jarman est arrivé avec son Barda. Il avait apporté avec lui tout plein de cassettes, de bobines de Super 8, de projecteurs Bolex et un lecteur de cassettes avec plein de cassettes de musique commerciale. Et il a commencé à montrer ses films et à les commenter lui-même, à jouer de la musique. Ça allait de Tangerine Dream à je ne sais quel autre groupe de l'époque, et c'était absolument fascinant. Alors évidemment, il y avait déjà quelques cinéastes établis qui faisaient des films en Super 8, mais là, on était non seulement subjugué par la beauté de ces films, mais aussi par le rapport que lui avait avec ces films, la façon dont il jouait de la musique, il choisissait les musiques pour accompagner les films, et la façon dont il en parlait lui-même aussi était extrêmement amusante, intéressante, ce qui tout de suite m'a donné envie de m'embarquer avec lui, et puis surtout de l'aider dans la mesure où le problème du Super 8, c'est que c'est très difficile, étant donné que c'est fragile, c'est très difficile de le montrer à un public, et donc moi je me suis mise en tête de l'aider à rendre ces films un peu plus accessibles, à le montrer à un public plus large. Et donc petit à petit, c'est comme ça qu'on a obtenu des aides. Par exemple, le forum de la Berlinale a gonflé un de ces films en 16 mm qui nous a permis de le conserver. On a eu d'autres aides aussi, des fonds privés qui nous ont permis comme ça de mettre à l'abri certains films et qu'ils soient protégés par le domaine public. Mais petit à petit, on s'est mis à avoir d'autres ambitions en se disant que peut-être on pourrait aussi tourner d'autres films en Super 8, et c'est comme ça petit à petit qu'on a créé une petite structure qui soit une structure qui nous permette de faire ces films en Super 8, et c'est comme ça que nous a rejoint Simon entre autres, et il a fait d'autres films, donc je ne me souviens pas des titres, c'est toi qui vas me le dire à ce moment-là. Voilà, Angelic Conversation a été fait à ce moment-là, et quand il est allé faire Caravaggio, c'est là où il est revenu en disant quel est le prochain film qu'on pourrait faire, et donc on s'est lancé après dans toute cette série de films qui a été faite grâce à cette structure qu'on avait montée. Waouh. Et Tilda, donc la prochaine question bien sûr est pour vous. Ce qui vous a mis sur le chemin de Derek Jarman et de son travail, peut-être en premier lieu, je ne sais pas. Et peut-être aussi cette première expérience dans Caravage, quand on vous entend en parler, on dirait que c'est comme si vous aviez rencontré quelque chose de vous-même que vous vouliez rencontrer pour ce travail et pour continuer. Donc on est très curieux de vous entendre
là-dessus, peut-être sur la préparation d'abord de Caravage. I was just thinking that the best word to describe how Derek really came into my life is that he provided a kind of sanctuary. I was never interested in being an actor. I'm still not interested in being an actor. I was a writer at university, and I stopped writing when I arrived at university. And I started performing in plays because my friends were interested in theatre. And I did that for 3 years because of my friendships with my friends. And then I left university, and they went on and ran theatres, experimental theatres, and so I followed them and did a few plays. And I was just at the point, I left university in 1983, and in 1985 I was at the point of knowing for sure I did not want to be an actor. And it was at that point that I was asked to go and meet Derek Jarman. Juste à l'instant, j'étais en train de me dire que le mot qui décrirait le mieux mon lien et la façon dont Derek Jarman est entré dans ma vie, ça serait de dire qu'il m'a procuré un sanctuaire. Il se trouve que lorsque je l'ai rencontré, je n'avais aucun intérêt pour le métier d'actrice. Je ne peux pas dire que j'en ai aujourd'hui non plus, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Il se trouve que je suis rentrée à l'université pour écrire, j'écrivais. Et dès lors que j'ai franchi la porte de l'université, je me suis arrêtée d'écrire et j'ai été embarquée plutôt par les désirs et les intérêts et les ambitions des autres. Il se trouve que mes amis étaient férus de théâtre, donc j'ai commencé à faire du théâtre expérimental avec eux et à jouer pendant 3 ans, plutôt avec eux. Eux sont partis, ils ont continué, ils ont continuer à prendre la tête de théâtre expérimentaux et de poursuivre ce chemin dans les arts dramatiques. Et moi, je me suis dit que c'est certainement pas ce que je voulais faire. En tout cas, en sortant de l'université, j'ai sorti en 83 et en 85, ma décision était prise. J'étais sûre que je ne voulais vraiment plus jamais être actrice, et c'est là que j'ai rencontré Derek. And when I first met him, and that in itself is a quite emblematic story, which I'll tell you in a second, what I found with him was this unimaginably perfect combination of, number one, somebody that I really liked and wanted to be around for 9 years, in fact more, forever, in fact, but a combination of cinema, art, a collective way of living and working, but really a dedication to process. That was the thing that I think we all valued so highly, and we continue to value highly in our work since he left us. I always think of it as what I found with him, which has gone on feeding me all these years, is that all the relationships were the most important things. That's why it's really correct for us to be up here talking to you. Not because we made work with Derek, but because we were his friends, and we were really a part of his life, and he was a part of our lives. And out of our lives came the work. I always think of it as the trunk of the trees, the relationship. The particular conversation we were having at the time was the branch, and the films were just leaves. They were just very expendable pieces of evidence of a moment in time. But what was really important was this ongoing sense of continuity and interest in each other, and interest in all the many conversations that we were having. Et ce qui a vraiment construit, ce que j'ai rencontré en lui à ce moment-là et qui a été fondamental, ça a été la combinaison du cinéma, de l'art, de la dimension collective de cette pratique artistique, et puis le processus, l'intérêt fondamental pour le processus. Et tout cela avait un sens certainement parce que aussi c'était quelqu'un
avec qui j'avais envie de me trouver, avec qui j'avais envie d'être pour toute la vie. Cela a été 9 ans, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Et c'est vraiment l'essence de notre façon de faire ensemble, l'intérêt de ce qu'il nous a apporté, de ce qui a été créé entre nous et qui justifie qu'aujourd'hui on soit encore là et que ce soit encore cette dynamique-là et cette démarche-là qui perdure, et c'est ce qui nous est resté. La vision que j'ai toujours de cette façon de faire de l'art ensemble, c'est que l'essentiel, le tronc, c'est la relation, c'est ce qui se joue entre nous. Les branches ne sont que les conversations que l'on a, la dynamique qui se met en place entre nous à un moment donné, et les œuvres, les films n'en sont que les feuilles. Ce n'est que la manifestation, que la preuve de quelque chose qui a germé de cette relation qui se construit à un moment donné entre nous, et ça a toujours été dans cette perspective-là que quelque chose s'est construit et s'est maintenu encore aujourd'hui entre nous. Et du coup, ça me fait penser à une autre chose, c'est que quand on se plonge dans l'œuvre de Derek Jarman, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que c'est à la fois une œuvre extrêmement hétérogène et en même temps qui présente une cohérence totale. Et je sais, Tilda, qu'à un moment, vous avez dit que justement ces films étaient liés, naissaient de conversations, mais aussi d'une même conversation que vous avez eue au fur et à mesure du temps, au fil des années. Et donc que cette cohérence, peut-être, elle venait aussi de cette relation-là. Je ne sais pas si si c'est pertinent pour vous de penser, pour vous trois, de penser cette question de la cohérence du travail malgré cette hétérogénéité. Well, there's one very pragmatic sort of binary element of his work, which was, I mean, of course he was a writer and always wrote prose, wrote diaries, and was a gardener and was a painter, originally a painter. But in his filmmaking, there was the 35mm work, and then there was the Super 8 work, really. And as you know, 35mm brings with it a whole world of pain because it's really expensive, and you need a big old camera, you need crew, you need a script because you need to raise money, you need producers, more than one, and you need people who are going to breathe over your shoulders, and you've got a schedule that you have to keep to, and it's an exercise and it's a challenge and we all enjoy it. But then you have the Super 8 world, which is a completely different thing. It's freedom, it's the whole schedule of work is completely different. You don't have to raise money for a Super 8. I mean, you didn't need to go out and raise any money for The Last of England or The Garden, really. No, we paid for ourselves. Exactly, because it's Super 8 film, and then the film is made over however long you want. Derek wanted to make it for, maybe a year and a half, and then at a certain point, when he thought that it was kind of what he wanted it to be, a bit of money for editing it, and then when it's finished, then you go out and you sell it. And it's a complete inversion of the world of 35mm. So those two worlds are distinct, but I agree with you, there's still something impressive, that there's something, not just the people who turn up in it and the people he was working with, there is something impressive about the consistency of the aesthetic very often, and the world. The world's still the same world. Yeah. Oui, en effet, c'est tout à fait juste. Il y a d'abord un aspect pragmatique de la forme que prenait son art, son activité. C'était un auteur, un écrivain, il a toujours écrit de la prose, des journaux, c'était un peintre, c'était un jardinier, et puis c'était un cinéaste. Et son cinéma se sépare vraiment en deux mondes, pas seulement de corpus, mais aussi de mondes tout à fait différents que sont les films qu'il a tournés en 35 mm et les films qu'il a tournés en Super 8. Vous savez que quand vous tournez en Super 8, en 35 mm, vous avez tout un tas de problèmes,
d'épreuves qui vous sont imposées. Il vous faut de l'argent, il vous faut une grosse caméra, il vous faut pas seulement un mais plusieurs producteurs, il vous faut un plan de travail, il vous faut un scénario parce qu'il faut financer votre film, des gens qui regardent par-dessus votre épaule pour savoir où vous en êtes. Tout cela, ça suppose un nombre de contraintes, un défi que nous aimons, et c'est un exercice auquel nous continuons de nous plier encore volontiers, mais ça suppose un mode de fonctionnement très particulier. Or, avec le Super 8, c'était tout autre chose, c'était la liberté, le fait de ne pas devoir aller chercher des financements pour se lancer dans un projet, même The Last of England est un film complètement autoproduit, on n'avait pas besoin d'argent, et puis sans aucun plan de travail, sans aucun programme préétabli. On pouvait se lancer, il pouvait tourner pendant un an et demi s'il voulait, et quand il décidait qu'il avait assez tourné, il arrêtait. Il fallait un tout petit peu d'argent pour le monter, et puis une fois que le film existait, arrivait seulement le moment de le faire découvrir au monde et de le vendre. C'est une logique qui est complètement inversée, et donc qui fait qu'il avait ces deux tableaux sur lesquels jouer dans le cinéma, et ces deux façon de créer des œuvres de cinéma. Mais pour autant, c'est vrai que malgré ces différences-là, je suis d'accord avec vous, il y a une cohérence qui n'est pas seulement due au fait que ce sont les mêmes personnes et les mêmes têtes que l'on voit, les mêmes collaborateurs qui étaient avec lui, mais qui a à voir avec son univers, son monde, son esthétique, qui peut se repérer à travers la diversité de ses œuvres. Oui, je vais peut-être un peu revenir sur le Super 8 avant de repartir sur cette idée de la cohérence. Notamment parce qu'on a la chance d'avoir donc James avec nous qui s'occupe de la conservation de ces Super 8. Et c'est vrai que j'étais très curieuse de ce passage que Jarman a opéré entre des Super 8 qui duraient 7 minutes ou des fois 40, mais qui restaient des formats assez loin du format filmique traditionnel commercial, on va dire, et comment il a tenté l'aventure d'en faire un long, à savoir The Last of England. Et voilà, je sais pas si... Et par ailleurs, j'aurais une autre question sur le Super 8, je sais pas si James voulait déjà répondre. Yes, actually quite a very interesting question. Yes, when we obtained, because Derek made sort of almost feature-length films in Super 8, and The Shadow of the Sun is an hour long. When we obtained the money from the Forum in Berlin to blow In the Shadow of the Sun up to 16mm to get it shown at the Berlin Film Festival, it was just shortly after Derek finished filming The Tempest, which was also shot on 16mm, but in a more conventional way. Sorry, I forgot what the question was. It's terrible. Shift, yes. In the, he said to me, because the Shadow of the Sun was playing at the ICA cinema, and The Tempest was playing at the screen on the hill, but mainly the press covered The Tempest, and Derek said, that's really, I can't understand that, he said, because I put as much of myself into both projects, but, you know, because of the format, one project given more weight than the other. I think that for us, for whole generations, I mean, all the Super 8 meant was freedom. You didn't need to, as Tilda said, you didn't need to have very, very much money. In fact, we filmed Angelic Conversation is filmed on 32 reels of dated Super 8 stock, which cost about €4, including processing. Because we filmed everything at slow speed, instead of being each cassette lasting 2.5 minutes, it lasted 20. So that there was a lot of freedom, and a lot, not just Derek and I and others, but there were lots of other people working in that way at the time. And it was a reaction as well, I think. It was a period of punk. We came out of that period, and like, you know, the fanzines, the made-at-home music.
I think people felt that they could grasp the tool of production for filmmaking and make films themselves rather than just aspire to operating within the commercial system. So it was an act of rebellion. And Super 8 enabled that, that's all. It was just, and Derek was very clever because he worked around the limitations of the format. I mean, Super 8 you can't record sound, really, it doesn't work. But it does allow you to pick the camera up and move it around. You don't have to always have it on a tripod or a Steadicam or whatever. It's much more fluid. So there are pros and cons, but Derek certainly explored the pros. Oui, en réalité, on était déjà à un format long parce qu'In the Shadow of the Sun durait 1 heure et c'est précisément au moment où le Forum de Berlin a financé le fait qu'on le gonfle en 16 mm pour pouvoir le montrer à la Berlinale correspondait au moment où il a tourné The Tempest. Et c'est intéressant parce que ça passait au même moment dans des salles à Londres et la presse, le public avait beaucoup plus d'intérêt pour The Tempest et lui était assez perturbé par cette différence faite entre les deux films qui étaient sortis en disant moi j'ai mis autant de moi et de mon cœur dans les 2 films, mais c'est la question du format qui fait que il y a toujours plus d'égards pour d'autres formats que le Super 8. Mais pour lui, le Super 8 était vraiment pour nous tous, c'était une liberté acquise, conquise, et notamment une liberté économique, parce que ça nous coûtait vraiment 3 fois rien. On utilisait, par exemple, Angelic Conversation a été tourné avec 32 bobines, et ce qu'il faisait, c'est qu'il changeait le ratio d'image. On tournait beaucoup plus lentement, donc au lieu que ce soit des bobines de 4 minutes, on tournait 20 minutes avec, et il a fait un film entier avec vraiment très très peu d'argent avec ces bobines-là. Donc en fait, chaque système, chaque format a des avantages et des inconvénients. Bien sûr qu'il y avait beaucoup d'exemples où il n'y a pas vraiment de son, mais lui avait plutôt tendance à explorer les avantages et mettre à profit tout ce que ça lui permettait. Le fait, par exemple, que la caméra était assez mobile, on n'avait pas besoin à la différence des autres caméras de Steadicam ou de trépied, on pouvait bouger la caméra, il pouvait jouer comme ça avec le format, avec la fréquence d'image. Donc toutes ces choses-là, ça a été aussi un acte de résistance. Il ne faut pas oublier que c'était l'époque du punk, avec les fanzines, la musique, tout ce qui était en train de se jouer sur le plan culturel et politique. Dans le cinéma aussi, ça a été une façon d'inventer soi-même ses propres outils et ne pas entrer dans un schéma de production classique. Et pour moi, justement, j'y pense en vous écoutant, et c'est peut-être lié à cette cohérence qu'il y a entre tout son travail, mais c'est que dans ces Super 8 plus ouvertement expérimentaux, il a vraiment un travail sur la discontinuité, l'interruption des scènes, le changement radical d'un plan à un autre, d'une séquence à une autre. Et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve même finalement dans des films un peu plus classiques comme Caravaggio ou d'autres, c'est que la narration est toujours le temps dans les narrations est toujours troué ou un petit peu mis à mal par rapport à des choses commerciales plus classiques. Et je me suis demandé, Simon, ce rapport à la temporalité, à l'interruption, etc. Comment est-ce que vous l'avez peut-être travaillé au son ou au contraire l'inverse? Ou l'inverse. It's funny you should mention that because I'm not really narrative driven. I'm pictorially driven, and sort of, yeah, that's number one. Number two is no, that's too strong. I don't enjoy short pieces of music in films. I like pieces of music which drift along, and you don't have to, there's nothing worse than somebody saying, okay, at 2 minutes 34 seconds, I want you to start now, and I want you to end at 3 minutes and 13 seconds. It's like, you don't have time to get out of bed, you know.
it's silly. So for me, I'm pictorially driven, but I'm also driven by this heart of the man who was passionate and irresistible, and it was impossible not to be happily glide into Derek's world of filmmaking, be it Super 8 or the more conventional way of making films. And also just he let me record the process of him making the films as well, be it Super 8 or on the bigger films. I was on the set before I got the job as doing the music. I was kind of making a nuisance of myself while the process of film was happening. So an example would be if you have 10 extras sitting around doing nothing for 2 hours, I'd ask them to do something. Can we hum? Can we hit things? Can we, can I scrape bits of metal? Can I, record sound? All which wouldn't have happened unless we were making something. So that I find very interesting. And he let me do it, which was fairly ridiculous, which was very sweet of him. C'est intéressant que vous disiez ça parce que précisément, moi, en tant que compositeur, je ne suis pas du tout portée par le récit et la narration, je suis plutôt picturale, plutôt visuelle. Donc ça m'arrangeait plutôt que ça ne soit pas linéaire du point de vue narratif. Et puis quelque chose que je n'aime vraiment pas, c'est quand il s'agit de composer de tout petits morceaux de musique. J'aime bien qu'il y ait une espèce de liberté, une possibilité un peu de laisser venir la musique. Et donc, si on vous dit il faut faire un morceau de musique qui aille de 2 minutes 32 à 3 minutes 16, on ne peut strictement rien faire. Donc ça tombait très bien que l'homme qui me commandait ces musiques, avec qui je travaillais, était un homme absolument passionné et un homme irrésistible. Donc c'était merveilleux d'être happé par son univers et de pouvoir l'accompagner comme ça dans ses envolées, dans cette création très libre, que ce soit en ce qu'on faisait en Super 8 ou ce qu'on faisait dans des films plus conventionnels. Ça restait quand même ce foisonnement-là et cette liberté-là. Et ce qu'il y avait aussi de génial, c'est qu'il me permettait, avant que je devienne le compositeur de ces films, il me permettait d'enregistrer tout le processus de fabrication de films. Je pouvais l'accompagner et enregistrer le son du film en train de se faire. Par exemple, s'il y avait 10 figurants qui étaient assis dans un coin à attendre et à ne rien faire, plutôt que de ne rien faire, je leur proposais de murmurer ou de gratter un bout de métal, en tout cas à créer du son, à créer le son du film en train de se faire. Et c'est merveilleux de se dire que j'ai pu faire ça, qu'il m'ait autorisé à faire ça, ce qui est dingue et ce qui est délicieux de sa part. Can I offer something? This conversation is making me realize something that I've never really seen before about Derek's relationship to narrative. Because it's not completely precise for us to just say there were the bigger films, whatever we're calling the bigger films, the 35mm films, and then there were what I'm trying to say is that the 35mm films were not a poetry-free zone either. Mm-hmm. And they were not narratively constructed according to the laws of, Hollywood dominant narrative. And that's a consistency. He would be the first person to agree that his screenwriting was really not that great. He was not that invested in screenwriting. I mean, he laboured over it. The Caravaggio film, when I first met him, he'd been working on it for 11, 13 years. At one point, Suso Cecchidemico was going to be writing the script. And he kind of did it himself at pain of death because he just wanted to shoot it.
He was very clear on what images that he was after, and what atmosphere he was after, and what emotion he was after. But he wasn't that invested in narrative. And I mean that as a great compliment. This was not a problem. And of course, the freedom of Super 8 meant the great free world of no talking. Silent cinema, with a great soundtrack, that's a very happy place for most of us, I would say. But yeah, just to say that the narrative films were poetry too. I mean, Derek, like all great punks, he was a romantic. You know, I always say, you scratch a punk, you'll find a romantic. That's really how it works. And they really do go together, like your title for this retrospective, I love. It's very accurate to Derek, to the spirit of Derek. But they never, ever, one never overpowers the other. They're absolutely hand in glove. And he was not interested in being particularly logical. He was just going with the flow of the images or the emotion. Translate that, and then I've got something else to say. Au fil de cette conversation apparaît quelque chose que je ne m'étais peut-être jamais formulé comme ça, qui est le lien de Derek au récit et à la narration. Je me rends compte qu'en fait, ce ne serait pas non plus juste d'opposer vraiment ces films que l'on dit plus conventionnels, plus classiques, aux films Super 8, comme si les films classiques étaient dénués de poésie, ou comme s'ils ils avaient quelque chose d'une teneur hollywoodienne. Pas du tout. En fait, c'est quelqu'un pour qui finalement l'enjeu, le récit au sens de l'intrigue ne l'intéressait pas vraiment, et la scénarisation en soi était quelque chose qui lui coûtait. Il avait du mal. Quand moi je l'ai rencontré, ça faisait déjà 11 à 13 ans qu'il travaillait sur le scénario de Caravaggio. À un moment, il était question qu'il le fasse écrire. Finalement, il tenait lui-même à coûte que coûte à l'écrire lui-même, mais il avait beaucoup de peine. Il avait beaucoup de peine avec la narration, et je le dis comme un compliment. C'était pas vraiment ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, ce dont il était sûr, c'était les émotions qu'il recherchait, les atmosphères qu'il recherchait en termes de couleurs et d'atmosphère. Il savait vers où il allait, mais par quel récit est-ce que l'on y arrivait? C'est quelque chose qu'il avait plus de mal à faire, et qu'il faisait comme un exercice qui lui permettait de faire des films différents, de cette totale liberté que l'on avait dans le Super 8, d'être débarrassé ne serait-ce que de la parole, des films parlants. On était dans des films muets, et pour nous tous c'était une immense liberté, avec un travail du son formidable qui nous accompagnait, mais qui nous permettait d'avoir un autre type à ce cinéma-là. Et lui, les deux, ainsi que le dit le titre de cette rétrospective que j'aime beaucoup, c'était vraiment les deux facettes de la même personne et de la même démarche, et ça fait partie de cette cohérence à laquelle on faisait allusion. Il tenait aux deux, et il y avait ce même rapport à l'art en dehors du récit et de l'histoire, et de la logique, qui n'était pas ce qui l'obsédait le plus. C'était finalement un romantique comme n'importe quel punk. Je dis toujours que vous pouvez gratter n'importe quel punk, vous trouverez un romantique en dessous, et lui aussi était incontestablement porté par l'émotion et le romantisme, plus que par le récit et la logique. Just to add tiny little details, Dawn Archibald, who's up here, who's sadly no longer with us, she was a friend, she was an acrobat, she was incredibly flexible. And for those of you who've seen Caravaggio, when you see it, there's this little scene with her, which was completely improvised. Yes, everybody was all dressed up, and yes, it was all very lit by a number of incredible, lighting designers and electricians, and there was a big old 35mm camera. But when the moment came, Derek just said, "What do you want to do, Dawn?" And she sort of, I can't remember, did she stand on her head, or she does the splits or something? And it was as free
as when we were working with Super 8 in the Stones at Dungeness. And the same, I was looking just now with some friends were showing me a little clip from Caravaggio that I'm involved in. It's a scene where the person I play opens a big parcel and takes out a dress. And it's relatively complicated because there's several people in the scene. And I remember it, I hadn't seen it for a while. It was completely improvised. Derek just said, he said to me, okay, so there's a parcel there, go and open it. And then he said to Nigel Terry, okay, you stand over there because the light's good for you over there. And Sean Bean, you sit over there because you're being painted. Action! That's all it was. And it was not that far from what we used to make with Super 8. So he was keeping that process fire alive, even in the relatively organized environment of 35mm. Et un petit détail qui me vient, c'est que Dawn Archibald, que vous voyez au-dessous de nous sur l'écran, qui hélas nous a quittés, elle a cette scène dans le film où, même si là on a l'air d'être tous en costume, qu'il y a tous les électros qui sont là, que l'on est éclairé, qu'il y a la bonne vieille caméra 35 qui nous filme, mais malgré tout, elle était acrobate, extrêmement souple, et la scène qu'elle a jouée, ça a été quelque chose de complètement improvisé, c'est-à-dire il y avait tout l'apparat d'un cinéma classique, mais lui, il continue de travailler de la même façon, de très très proche de la façon dont on travaillait à Dungeness chez lui, et elle a fait, je ne sais pas, un grand écart ou quel mouvement elle a fait, mais c'était quelque chose de complètement vivant et improvisé et proche de sa façon de travailler. Même chose sur un petit extrait de Caravaggio qu'on m'a remontré l'autre jour, même chose, je reçois un paquet dont je sors une robe, et là, même si c'était une scène un peu compliquée puisqu'on était nombreux et qu'il fallait quand même faire attention à la mise en scène et à la lumière, mais là, même chose, il nous a placés tous les trois, et le paquet est arrivé, et il y a action, et on se lance sans savoir exactement ce qu'on va tourner. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que même quand le contexte était un contexte comme ça, plus traditionnel et plus conventionnel, lui maintenait le feu de ce processus, de cette fabrication et de cette façon d'être ensemble qui était l'essence de son cinéma. I thought you wanted to say something, but maybe also to keep on with you, pour continuer avec vous, Tilda, sur cette façon d'improviser, parce que je retiens que tous les trois vous étiez assez libres, à chaque fois la liberté était assez grande. Mais alors quelle était la préparation, parce que cette improvisation, elle avait, j'imagine, un cadre. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose d'une psychologie des personnages et d'un ton musical du film qui vous était donné? Comment est-ce que le travail en amont se faisait pour donner des directions, ou pas du tout? I think this is where the word sanctuary comes in for me, because there wasn't really any conversation about character or psychology. We were making shapes and playing like children. I always reminded me when my children were 7 and they would make some stupid game at the end of the bed. You know, somebody was a dog and somebody was an old lady. It was just like that. It was but it was both unsophisticated and extremely sophisticated. I think that's the most sophisticated way to play myself. But, you know, it was firstly, nobody really worked alone. We didn't have any trailers, but it wasn't people going back to their trailers and figuring out what they were going to do. It was all created in the group. And you're playing Caravaggio, and you're going to wear these clothes, and Sandy's going to give them to you, and she's going to work them out, so I'm not even going to get that involved, Derek. Sandy's going to dress you, and then we're going to figure out what the shots are, what the frame is, what the pictures are, and what place you're going to have. There are some lines that you're going to say, but
was incredibly simple. It was really straightforward and undramatic. And everybody was working together all the time and suggesting things. We had the great good fortune in the last days in Amsterdam to show the audience there, and I look forward to you seeing it when it's finished. Friends of ours are putting together a documentary about the making of Edward II, and there's this extraordinary behind-the-scenes footage which has come to light only very recently, and we were able to show a little clip in Amsterdam. And in this clip, I'm looking forward to people seeing the film so much, because then we won't need to talk about what it was like working with Derek, because you will see it. There he is. You can see the way he's watching us. You can see the way he's amused by us. You can see him almost playing the characters that people are playing, and then getting an idea from what somebody's doing, and then you hear somebody else suggesting a shot, and him saying, it's a good idea, and then you have somebody else saying, well, why don't we go over here? It's completely overused word, organic. You know, and it's he always used to say, Derek, that when he went, you know, the best way to go to work is to go as if you're going to a party. And that's really how it was. I don't mean that we were all hanging from the chandeliers all the time. It was a working party. We were working, but everybody was, you know, alive and engaged. I remember Caravaggio was my first feature film, and as those of you who've seen it will know, the paintings themselves are underpaintings, but the tableaus are as close as possible to the Caravaggio paintings. And when these tableaus were being put up, and people were in these ridiculous positions, there was always a big monograph of Caravaggio just sort of propped up beside the stage. And I remember on like one of my first days on this feature film set, an electrician walking past and pointing out that the light wasn't right on somebody's shoulder, and just saying, oh, I think the light's, and it being completely accepted. People were completely open, the lighting cameraman, Gabriel Berestein, and Derek, and the designer, Christopher Hobbs. So grateful. People felt capable. The caterers probably were giving ideas on, you know, scenes. It really was a collective spirit. And that's difficult for you to hear us say, but when you see this documentary, when it comes out, probably next year, you'll see what we mean. C'est en ça que je parle de sanctuaire. C'est parce que justement, moi, je n'avais aucune idée de personnage, de psychologie. C'est pas de ça qu'il s'agissait. On faisait des formes, on créait des formes et on jouait vraiment comme des enfants jouent. Pour moi, il n'y a aucune différence avec quand j'observe. Tout aussi simple et tout aussi sophistiqué que les jeux d'enfants, et c'est vraiment comme ça que ça se passait entre nous. C'était cet engagement-là, cette façon extrêmement collective de créer ensemble. Déjà, on n'était pas chacun dans son coin, on n'allait pas chacun dans sa caravane à réfléchir, d'abord parce qu'on n'avait pas de caravane, mais aussi parce qu'on était tous ensemble. On savait en gros les plans qu'il voulait tourner, le cadre. Il disait, bon, bah voilà, t'as du texte à dire, t'as des costumes, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est Sandy qui va venir te donner tes costumes. Et chacun y allait, et chacun se lançait. Et c'était vraiment un esprit collectif où chacun pouvait suggérer des choses. C'est-à-dire, lui venait vous placer, et puis quelqu'un d'autre pouvait venir, pouvait suggérer un changement, pouvait même suggérer un plan qu'il n'avait pas envisagé. Il était tout à fait capable de l'entendre et de l'accepter. Et c'était quelque chose, alors on le décrit comme ça a l'air un peu idéal ou difficile à comprendre, mais cette dimension extrêmement collective, lui disait toujours, on va au travail comme on va à une fête. Alors une fête, ça ne veut pas dire qu'on grimpait aux arbres, qu'on faisait rien, mais ça veut dire que c'était une fête où l'on travaillait. Il y avait ce degré d'engagement, ce degré de joie et ce degré de présence qui faisait que c'était quelque chose, pour utiliser
un mot galvaudé de très organique, de très spontané. Tout le monde était là et tout le monde y mettait tout son cœur. Et il y a quelque chose qu'on a montré à Amsterdam, et j'ai hâte que vous le voyiez aussi quand ce sera prêt. Là, on n'a vu qu'un petit extrait. On a trouvé des images du making-of d'Edward II. Et c'est absolument génial de voir la façon dont Derek fonctionne, cet esprit extrêmement collectif, extrêmement joyeux et très simple finalement. Il y a quelque chose de très simple, personne ne se prend trop au sérieux, personne n'a l'impression qu'il y a de drame en jeu. On est vraiment là pour créer ensemble. Et par exemple, pour Caravaggio, tous les tableaux, quand tout le monde se met dans des positions bizarres pour reproduire les tableaux de Caravaggio, on le faisait avec une monographie qu'on avait à portée de main. Et un électro arrive et il dit là la lumière ne va pas, il faut changer. Il était absolument disposé à l'écouter aussi. Je pense que même les gars de la cantine pouvaient venir et donner leur avis sur un plan, et leur avis comptait autant que celle de Derek ou les nôtres, et on a toujours tous travaillé dans cet esprit-là. I've thought of something. On Caravaggio, I had a bicycle wheel at home, broken bicycle wheel. So, for instance, thinking where you said organic, I think this is a good word, because organic is less processed, but it's difficult to not synthetic. He liked dirt. He liked mistakes. He liked flashes of light. He liked fuller's earth. He liked, your fingernails to be dirty. He liked things which, from my point of view, I had to do demos for the film of Caravaggio using synthesizers. And the producers went, yeah, great. And Derek just said, really, that's awful. I really hope you're not going to do it with synthesizers, because we used real musicians. It was important to get the nitty-gritty in Caravaggio out of tune. It mattered that it was out of tune, that the piano didn't, you know what I mean? It didn't have to be perfection. And so organic that's another important word, I think. And the bicycle, and also bits of wood, you can go with a branch. There'd been a big storm and the branches are off the tree, and I took a penknife and I stripped the bark off the branch. I still do it. I still love the sound, and we use this bicycle wheel and branch in the film as well. Still do. J'aime beaucoup que tu utilises le mot organique, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Lui, il n'aimait pas la perfection, il ne fallait pas que ce soit aseptisé, il ne fallait pas que ce soit propre, il fallait avoir de la terre sous les ongles, et il voulait, dans le son, dans la musique, qu'il y ait cette dimension-là, quelque chose de sale, de vrai, de brut. C'était ces images, mais aussi le son. Et donc moi, je pouvais faire du son avec une roue de vélo cassée, avec une branche. Et à un moment, il fallait que je fasse des démos pour Caravaggio, et j'avais des synthétiseurs, et le producteur me disait « Oh là là, mais ça va être horrible ce son », parce que précisément, il ne fallait pas des sons propres, il fallait des notes fausses, des pianos qui ne soient pas parfaitement accordés. Cette texture-là, cette dimension brute et vivante, c'est ce qui se retrouve dans tous les aspects de son travail. Donc tu as raison de parler de l'aspect organique. I thought of another example which might be useful to hear. Again, especially if there are filmmakers here, because this will give you all the confidence to work in this way. He was an absolute master of necessity as the mother of invention. Not only because we never had, by the way, this whole fallacy that you need a lot of money to make films, we learned with Derek that is just not true, and the sooner you can get over that idea, the better. But when we were making Caravaggio, and there are many examples from other films, but we're talking about Caravaggio, so this is a good one. We were shooting Caravaggio in an unsoundproofed warehouse in Docklands.
back in the day, 1985. That is 40 years ago, before most of you were even thought of. And they were building Canary Wharf on the other side of the water. And all day, this hammer was going. And the production would send, I don't know, bottles of whiskey over to bribe this hammer guy during the shots to try and get him to just be quiet for 5 minutes. And either he just got so drunk or he just didn't care anymore. It just didn't work. So it's all over the soundtrack. And I remember the day when it was quite close to the last day of shooting. I remember sitting with Derek out by the wharf, we were having lunch, and this footage had come back. I don't know if you were there, possibly you were part of this conversation. And he said, oh God, there's just this banging throughout the soundtrack. And I remember this moment of him saying, oh well, we'll just incorporate it. We'll just incorporate it, and then, presumably at some point, either at that lunch or later, said to you, who was by that time no longer casting extras or making salad dressing, but the composer of the film, I don't know, I still don't know how that happened, but anyway, it happened, said, let's go to Italy and get, vernacular contemporary sound to put all over the soundtrack. And I remember a week or so after the end of shooting, you, me and Derek went to Italy and just wandered through the little, the lanes in those hill villages, and I remember you, recording radio through people's windows, or the football on the television, or people having Italian arguments, or whatever it was. And all of that is all over the soundtrack of Caravaggio. But that's a really good example of the spirit of Derek. He just never let anything stop him. He just went, okay, we'll incorporate it. We'll turn it into a blessing. It's the best way to make films, believe me. Quelque chose de... quelque chose que, je vais faire en résumé, qui peut vous être utile s'il y a des cinéastes ou des cinéastes en devenir dans la salle, c'est que c'était ça aurait pu être la devise de Derek que de dire que la nécessité est mère de toute invention ou toute inventivité. Il arrivait toujours à détourner toutes les contraintes. Et puis cette fausse croyance selon laquelle il faut beaucoup d'argent pour faire du cinéma, s'il y a un cinéaste, entre autres, qui nous l'a prouvé, et un film sur lequel on l'a vu, c'est bien Caravaggio, et plus tôt vous vous en débarrassez de cette croyance, et plus ça vous aidera. On peut faire du cinéma avec très peu de choses. Et en l'occurrence, Caravaggio, on le tournait, pour parler de ce film-là, même si les exemples ne manquent pas dans d'autres, on le tournait dans un entrepôt, nous étions au bord de la Tamise, et pile en face, ils étaient en train de construire Canary Wharf, et du coup c'était en permanence le bruit de ce marteau qu'on entendait à longueur de journée, et on ne savait plus quoi faire. Les producteurs avaient beau envoyer des bouteilles de whisky au gars pour qu'il arrête, on a eu ce bruit en permanence. Et donc, on tournait, et surtout toute la bande-son, on avait ce bruit-là, et je me souviens encore de ce moment où on était assis tous les deux avec Derek dehors à faire une petite pause, et il dit on a ce son, qu'est-ce qu'on fait? Il dit c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on l'intègre. On l'intègre à la bande-son, et tu es arrivé, à l'époque je suis persuadée que tu n'étais plus chargé ni des figurants, ni de la vinaigrette, mais que pour une raison ou pour une autre, tu avais commencé à faire la musique, et donc il t'a dit ça, il t'a dit, en fait on va prendre ce son brut, on va intégrer ce son-là, et puis on va aller en Italie pour recueillir d'autres sons et faire cette bande de son-là, et aussitôt dit, aussitôt fait, je nous revois à peine une semaine après, on est parti en Italie, et tu as enregistré comme ça des sons de voix, de conversation, de radio que l'on entendait à travers
fenêtres entrouvertes, de bribes de sons italianisants qui puissent permettre d'intégrer tous ces sons environnants-là dans cette bande brute qu'il a créée. Et donc voilà, ça c'était vraiment son génie, de ne se laisser décourager par rien, que rien ne puisse l'arrêter et que tous les éléments qui se présentaient sur son chemin finalement étaient bienvenus pour faire partie de son processus créatif. He also knew that I'd just like to record constantly. And he'd say, oh, watch out, Simon's recording. You know, you could be literally having a private conversation and I will probably be standing behind the door, you know, with a microphone trying to do something. So he knew I was keen on getting life somehow, which was good. Et puis il savait que j'étais un fou du micro et de l'enregistrement et que j'enregistrais constamment. Il pouvait être en train d'avoir une conversation privée et moi j'étais pas très loin, planquée avec mon micro pour enregistrer, et que c'était vraiment ce que j'aimais, avoir le son de la vie constamment et qui devenait de la matière après pour les films. Simon, vous me devancez sur les questions que je voulais poser à James. Peut-être d'abord dire que je pense que James était un bon compagnon dans cette persévérance qu'avait Jarman, parce que je crois qu'une certaine année, Jarman avait un film qui avait été accepté à la Berlinale. Je ne sais plus si c'est Imagining October ou In the Shadow of the Sun. Et que je crois que c'est James qui a décidé de jouer un petit tour au festival, et plutôt que de montrer juste un film, il a proposé un fichier avec 2 films. Comme ça, le public allemand a eu 2 films de Derek Jarman alors qu'un seul était annoncé. Oh yeah, well, that was a mistake. I didn't realise that you had to have. We made this film after they commissioned the blow-up of In the Shadow of the Sun. Just the few weeks before the festival, Derek filmed Throbbing Gristle, because they had made the new soundtrack for In the Shadow of the Sun. Throbbing Gristle were an industrial music outfit who I had given them a concert at the London Filmmakers Co-op, so I knew them. And we couldn't afford the Ravel that Derek had originally used with the film. So I said, I know these guys that might make a soundtrack for the film. And Derek met them and said, yeah, fantastic, perfect. And so as a kind of repayment for that, Derek went and filmed a concert of theirs at Heaven in London. And we made, just very quickly, we made a 7-minute short film called TG, Psychic Rally in Heaven, which is a really nice film, I think, personally. And when I went to, Derek and I went to Berlin, I had a print of the film with me, and at the premiere screening in the Delphi, I just gave the projection. I didn't think really. I just gave the projection as the reel. I said, "Play this first," and got a standing ovation. But yeah, it's not the sort of thing you should do. Exactly. Yeah. But anyway, but the real thing is, and I keep thinking, you know, we mustn't lose sight of the fact that Derek was firstly and foremostly a painter. And you have to look at all his films from the viewpoint of a painter to really appreciate them. All the films are that's what makes them different from other, you know, like what we call cinema. They're filmed with a different eye. There are other filmmakers like Parajanov who worked in a similar way. But that is the spirit of Derek. It's the film as painting. And also sound as painting. Yeah, and almost like what I'd say also, from following on from what Tilda was saying about Derek's ambivalence towards script writing, is that you know, dialogue in Derek's films is a third party imposition to a certain extent. I mean, he loved voiceover, and he loved words. Yeah. You know, like, so people, phrases and things that come up in the films are great,
But the idea of like a structured narrative is irrelevant if you can tell stories through pictures. You know, the characters, the movement of people in the films, the movement of film itself, it gives you all you need to know. I mean, the ending of The Last of England, I mean, Tilda, that is a superb performance that has no words. Entirely improvised. Yeah, exactly. Build a bonfire. Yes, and dance around it. Build a bonfire, and then the wind gets up, and the bonfire goes completely out of control, and everybody's terrified that my wedding dress is going to get caught. But, you know, a little peril is always a nice little spice. Derek had a thing about fire, didn't he? Oh, yeah. Absolutely. It's one of the great bonds between him and Apachap on We're Aesthetical, who I work with. They love a bit of fire. Oui, en fait, c'était juste après cette commande pour la copie en 16 de The Shadow of the Sun, et donc il y avait par ailleurs le son qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas utiliser la musique qu'il avait choisie, donc il y avait des gens que je connaissais par la coopérative à qui je savais qu'on pouvait commander la bande son pour son autre film, et finalement, comme une sorte de retour d'ascenseur, il est allé les filmer à un concert qu'il donnait. C'était un très joli film de 7 minutes que je trouve vraiment extraordinaire, et quand on est arrivé à la Berlinale pour la projection, je l'avais sur moi, je me suis dit tiens, je peux le montrer aux projectionnistes, donc je lui ai donné, j'ai dit passez ça d'abord, commencez par ça. Il l'a passé, on a eu une standing ovation. Bon, après, c'est le genre de choses que je ne vous recommande pas de faire en festival, ça se fait pas trop, mais je l'ai fait un peu innocemment, et c'est comme ça, en effet, qu'il y a eu 2 films pour le prix d'un. Mais je pense que quand même quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est le fait que le cinéma de Jarman doit toujours être vu comme comme l'œuvre d'un peintre. Il était avant tout peintre, et pour lui, le cinéma était de la peinture. Et il y a d'autres cinéastes comme lui, Parajanov aussi, une approche de ce type-là, mais c'est dans cela qu'en fait la question de la narration ne se pose pas. Le cinéma est peinture, le son est peinture, c'est vraiment dans cette perspective qu'il faut replacer son approche, et c'est dans cela que, en effet, écrire un scénario, écrire des dialogues, c'était tout à fait secondaire pour lui, même si ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les mots. Ça l'intéressait d'avoir les expressions des uns et des autres, ou la voix off, quelque chose qui l'intéressait beaucoup, mais pas en tant que récit linéaire de construction d'une intrigue. Et par exemple, tout ce qui est la fin de The Last of England est quelque chose de magnifique, purement visuel, et qui se passe de dialogue, et cette fin à propos est complètement improvisée. On a fait ce feu, et puis le vent s'est levé, et tout le monde avait peur que ma robe s'enflamme, et finalement cette fin superbe, on la doit à ce hasard et au goût que Derek, comme mon ami Apichat Pong, avait pour le feu. Peut-être pour terminer, on peut finir justement sur Bliss et Blue, que vous allez faire présenter une version concert performée tout à l'heure à 20h30 ici même. C'est aussi un film Blue que vous avez produit, James, qui est dans un contexte très singulier, évidemment, où justement son goût pour l'écriture, qu'on n'a pas trop mentionné, mais parce que le temps va vite, est très important, apparaît énormément sur la voix off justement dont on parlait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous avez produit ce film et son articulation aussi avec le concert qui en a été fait? Okay, it's actually the other way around. But, okay, yes. Like many of Derek's projects, Blue had a very long gestation.
He first mentioned it to me in 1987 when we were walking up the Castle Wynd in Edinburgh. At the film festival where we had The Last of England. And I think he'd just been to see, we went to see an exhibition of Yves Klein's work at the Hayward Gallery. It was a major show of Klein at the Hayward Gallery, and Derek was very, very taken with this. But the rest was a very long story, but to cut that short, the film, like all of Derek's projects, was very fluid. And there was this idea of the blue screen. There was the idea of Klein's work and influence, but it wasn't always constant. Things came and went. I mean, often, and in the early Bliss performances, there were images in the screen as well. I mean, the screen was blue, but they had, I remember a spaceman. I remember some landscapes of the moon, maybe. And that came and went. At one point, we were in four of us were in Japan for the Tokyo Film Festival, and Derek and I had a meeting with Sony to persuade them to let us have their new high-definition system to make blue. And I think that they thought that we were going to make like a film, you know, like with people in it and dialogue and all that stuff. And when they sort of started to register that this film was just going to be blue, and you have to also think at that time when you had televisions, Sony televisions, when there was no signal, it was just blue. The screen was just exactly dark blue, so they kind of that approach didn't go very well. So it sort of went along. Lots of other people are involved in producing it. There was other people that Derek had brought in to try and get the film off the ground, as we say in the business. But I think the key is, the key is, Derek obviously was a diary writer, and he kept a very extensive diary of his own last years. And one day he rang me up and said, come over to St. Bart's, where he was in hospital at St. Bartholomew's in London, and let's talk. And he said, I really want to make this film. And I said, yes, let's do it, but you've got to, you know, we have to sort of, you have to fix what the film is going to be. Is it going to be a film with images and working in this way, or is it going to be blue with just voiceover? And he said, yes, let's do blue with voiceover. And from that position, within 9 months, we finished the film. But it took 6 or 7 years to get to that point. And also, sadly, it was the point where Derek realized that the film was about him and what he was undergoing. So the focus completely shifted from Yves Klein, from other things, to this biographical piece of work. That's as much as I can say about it. But Simon will say something about it, and Tilda about concerts, because the concerts and performances started before the film was fixed, and then continued. Simon's been doing live blue concerts in different ways, and I think that's a great thing about blue. It's quite open. It's not a fixed end thing. En fait, comme tous les projets de Derek, c'est un projet dont la gestation a été très longue. Il a commencé à m'en parler des années avant au Festival d'Édimbourg. Et je pense que tout a démarré d'une impression très forte que lui a faite une exposition de Klein, où il s'est rendu compte qu'il aimerait faire un projet avec ce fond bleu. Mais après, comme tous ces projets, ça a été aussi protéiforme. À un moment, il y avait des images, et il faut savoir que les spectacles, concerts et performances ont existé avant le film. Et ça, c'est très beau, le fait qu'il y ait ce va-et-vient, que ce soit passé de cette forme-là au film et que ça continue
maintenant d'exister sous cette forme, et dans ces formes successives, il y a eu des moments où c'était un fond bleu, mais avec des images, entre autres de paysages, et puis après on est revenu sur ce fond bleu, mais il s'est beaucoup tâté sur ce qu'il voulait vraiment, ce qu'il en ferait. À un moment, on était tous les quatre au Japon, et là il a tenu à voir les gens de Sony pour leur demander de bénéficier de leur plus haute technologie pour faire ce film, et eux ils avaient cru que c'était un film classique avec des personnages, avec une histoire, et qu'il y aurait un fond bleu, et puis pour eux le bleu c'était l'époque où sur les téléviseurs Sony, quand il n'y avait pas de signal, c'était bleu, donc pour eux c'était plutôt évocateur d'une panne technique. Bon, donc ça avec eux ça n'a pas été très concluant, mais finalement avec il a comme ça abordé plein de gens différents pour développer ce projet-là, mais ça restait encore un peu imprécis, un peu en évolution, jusqu'au jour où il m'a appelé, il m'a dit viens, je voudrais vraiment le faire. Et je lui ai dit ok, très bien, mais dans ce cas-là il faut te fixer, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux que ce soit seulement ce bleu avec une voix off? Et il a dit oui. Et malheureusement, en fait, ça a coïncidé avec le fait qu'il ait besoin de revenir à sa pratique de diariste. C'était vraiment quelqu'un qui écrivait beaucoup et qui a tenu des journaux écrits et filmés. Et le besoin qu'il a ressenti à ce moment de sa vie de raconter ce qu'il vivait, l'évolution de son état propre. Et donc, c'est cette dimension biographique qui, finalement, a donné la forme de ce récit, de cette voix off et et du bleu dans le film tel qu'il a finalement été imprimé, qu'il a existé avant de continuer de se décliner sous ces formes de performance. Brian Eno heard Derek talking about this project and phoned him up, I believe, and said, is there anything I can do to help you realize this project? And he said, do you think you could put Simon into the studio? So he gave me his house in Suffolk with his engineer, Marcus Dravs, and he phoned me up at home and told me that we had been given 5 weeks at Brian's studio, and that meant that he had to get the script together really quickly, which was important, and then off we went. I was going to say something else, but that was it. So thank you, obviously, for Mr. Brian Eno. And off it went, and as I think we've explained, we had been doing concerts which we called Bliss to raise awareness. Tilda was involved, lots of people, they were completely improvised. And so tonight's performance is a complete continuation of this idea of improvisation. And we have Jan Thiersen, who has joined us this evening. This is the first time, or the second time, Tilda's performed this very fluid version involving all sorts of writers' work. Poets, playwrights, Derek, obviously. And so it's now, in this configuration tonight, it's a relative, it's another branch of the trunk. It's a relative of blue. It is not the form of blue, it is bliss, and it is ongoing. En fait, c'est Brian Eno qui a entendu Derek parler de ce projet et qui un jour l'a appelé en disant est-ce que moi je peux aider pour faire en sorte que ce projet voit le jour, et il a dit oui, est-ce que tu peux faire en sorte que Simon entre en studio? Et il a mis à ma disposition sa maison et son ingénieur du son, et donc Derek m'a dit ben voilà, on a 5 semaines dans son studio, et c'est ce qui lui a donné le coup de collier pour finir préparer le texte. Et donc voilà, on s'est retrouvés et les choses se sont enchaînées,
Blue a été fait de cette façon-là, mais Bliss, en fait, a toujours eu comme ça cette forme changeante, toujours dans l'esprit du travail de Derek. C'est une improvisation, et la forme que ça va prendre ce soir, c'est donc Yann Tiersen qui se joint à nous, et donc Tilda, c'est la deuxième fois qu'elle fera cette performance-là, qui s'inspire bien sûr des écrits de Derek, mais aussi des écrits d'autres poètes, d'autres auteurs de théâtre, et cette espèce de voyage, de cheminement que l'on fera ensemble sera encore une nouvelle branche de ce tronc commun que nous partageons. Merci, je crois qu'il va falloir s'arrêter là. J'avais lu que Derek Jarman concevait les scénographies de chez lui pour réunir les gens et pour justement que les gens interagissent entre eux. Donc on est content qu'il continue quelque part à vous réunir et à nous réunir tous ici. Juste pour vous dire que Tilda Swinton se prête gentiment à l'exercice de signer des choses, des livres, si certains d'entre vous ont ramené ça et ont envie. Et merci beaucoup à tous les trois, et donc à tout à l'heure pour Bliss.